T'est-il déjà arrivé de passer plusieurs jours sans manger? Si oui, combien? Un jour, 2 jours, 3 jours? Moi, il m'est arrivé de faire 40 jours sans manger. Oui, 40 jours. Les 2 seules personnes que je connais historiquement qui ont fait ça sont Jésus et Moïse. Les 2, on retrouve leurs histoires dans la Bible. Mais les 2 l'ont fait pour des raisons totalement spirituelles. Moi, si j'ai fait 40 jours sans manger, ce n'est pas parce que j'étais en train de prier, pas du tout. C'est parce que je venais de faire un accident. Un accident dont je vais te parler aujourd'hui et qui a radicalement changé ma vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure et ne rien manquer, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici, tu es clairement sur la meilleure plateforme dédiée au business pour faire émerger le continent noir. Tu vas donc apprendre ici les meilleures stratégies et techniques pour t'aider à bâtir et à réussir tes propres projets. La deuxième, va dans la barre de description, clique pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que je lis rapidement, moins d'1 heure, mais qui va clairement t'aider à te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, je te parle en introduction d'un accident que j'ai eu il y a de cela pas mal d'années et qui a drastiquement changé ma vie. En fait, l'événement se déroulait en classe de terminale, du moins quelques jours avant la rentrée. On avait un petit tournoi de foot comme tu en as plein en Afrique et pendant ce petit tournoi de foot là, donc je jouais une équipe locale dans laquelle je jouais et j'étais avant-centre, donc en charge de marquer des buts pour mon équipe. Ce jour-là, en réalité, j'étais souvent remplaçant parce qu'il y avait un autre gars qui était bien meilleur que moi et qui avait d'habitude d'avoir le poste. Mais bon, ce jour-là, l'entraîneur a décidé de me faire confiance à moi et de me titulariser comme avant-centre. Donc j'avais la pression de me dire, oulala, il faut que je marque à tout prix un but aujourd'hui parce que sinon je suis foutu et je ne reverrai plus le terrain. Pas de bol pour moi, à la mi-temps, on était mené 1-0 et il restait juste 30 minutes pour revenir sur ce retard-là. Deuxième mi-temps démarre, il y a une action qui se déroule. Un de mes coéquipiers déborde sur l'aile gauche et fait un centre en retrait et il envoie la balle au milieu de la surface de réparation. Moi, j'ai un défenseur qui est à mon niveau et donc j'essaie de courir, mais le gars, il est vraiment toujours en train de me coller dessus. Et je me dis, la seule chance que j'ai d'atteindre ce ballon avant lui à un moment donné, c'est de plonger. Plonger pour aller récupérer la balle dans les airs de la tête. Ce que je fais à un moment donné, parce que je calcule, je me dis là, je vais le distancer. C'est ce qui se passe. Quand je décide de sauter, il est un peu surpris. Donc quand il saute en retard. J'arrive le premier sur la balle, je la pointe vers le goal et ensuite, boum! Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve juste au sol, dans une douleur atroce. Qu'est-ce qui vient de se passer? Autour de moi, les gens sont en train de chanter, de crier, parce qu'en fait, je viens de marquer un but. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas vu venir le gardien du goal adverse qui lui venait pour essayer de rattraper la balle et donc qui ne me regardait pas non plus en fait. Et il y a juste eu une collision entre son pied, sa semelle sur mon visage qui l'a confondu bien évidemment à la balle et j'étais au sol, KO, assommé. J'essaie de me relever, je ne peux pas. Non pas que j'ai mal quelque part physiquement, moi au niveau de ma tête j'ai eu une douleur atroce. Donc on se rend compte que je suis sonné et on décide quand même de faire le remplacement. Par la suite, je rentre à la maison, mais bien évidemment, j'essaie de ne rien dire à personne parce que, bon, entre-temps, je n'ai mal nulle part excepté au niveau de ma tête. Et je me dis, bon, c'est pas grave, ça va passer. Juste que pendant cette nuit-là, la douleur va en grandissant et elle devient intenable. Je vais dans la cuisine, je prends tout ce que je peux trouver comme cachet, mais ça calme un tout petit peu, mais la douleur, elle est toujours là. Très tôt le matin, vers 5 h du matin, je n'en peux plus. Je vais réveiller ma mère et je lui fais part de ce que là, franchement, c'est très chaud. J'ai très mal, ma mâchoire avait complètement enflé pendant la nuit. Première heure, on fonce chez le dentiste. Le médecin dentiste qui était finalement le médecin dentiste de la famille. On arrive chez lui, quand je lui décris mes symptômes, il sourit un tout petit peu, il me dit « Ah ben oui, c'est ça, d'aller jouer au foot et de se prendre pour une superstar. Je crains que tu n'aies quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Mais avant, il faut que tu fasses des radios et des scanners. Donc je vais dans le laboratoire, je fais des radios et des scanners et je sors de là quelques minutes après le diagnostic est tombé. Fracture du mandibule. Fracture du mandibule. Peut-être que ça ne te parle pas quand je parle de fracture du mandibule. Mais de quoi il est question en réalité? C'est que les symptômes de ce que j'avais étaient très clairs. Ma mâchoire inférieure, tu vois, on a 2 mâchoires, une mâchoire supérieure qui porte les dents en haut, une mâchoire inférieure qui porte les dents en bas. Dans un alignement normal, tes dents du dessus sont superposées sur tes dents du dessous et généralement la mâchoire supérieure est légèrement un peu plus avancée que la mâchoire inférieure. Ben dans mon cas, c'était l'inverse. La mâchoire inférieure était clairement en avant, crac, et la mâchoire supérieure était en arrière.
Je ne sais pas si tu vois un peu le tableau, c'est pas très joli artistiquement. Dans tous les cas, mon mandibule était fracturé et donc mes dents du haut n'étaient plus superposées sur mes dents du bas. Conséquence, je ne pouvais plus manger parce que ça me faisait horriblement mal, il y avait une fracture. Et donc le dentiste m'a expliqué ce qui se passait et il m'a dit, voilà ce qu'on va faire. On va devoir traiter ça comme on traite une fracture en réalité. Quand un os se fracture par exemple, en général ce qu'on fait c'est qu'on met un plâtre. On remet l'os dans l'alignement normal et ensuite on met un plâtre parce que naturellement les os vont se rejoindre. Et donc on permet juste que le plâtre reste pendant une certaine période pour éviter les mouvements. Alors au niveau de ta tête, on ne peut pas te mettre un plâtre sur tout le visage, tu vas mourir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser tes mâchoires. Tu as bien entendu, immobiliser ta mâchoire. Ça veut dire quoi immobiliser ta mâchoire? Et bien en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un fil, moi j'appelle ça un fil barbelé en réalité, et il a bloqué mes deux mâchoires avec un alignement normal. Dès que l'alignement normal a été trouvé, il a bloqué ma mâchoire à ce niveau-là et il a pris une aiguille, une sorte d'aiguille de dentiste et il m'a fait passer un fil barbelé tout au long de la bouche et il m'a scellé les mâchoires. De telle sorte que désormais ma bouche était... Je ne pouvais plus décoller mes deux mâchoires tellement c'était solidement lié. Et là il m'a dit, maintenant tu vas devoir vivre avec ça pendant 40 jours. Bien évidemment, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais avoir les deux mâchoires fermées veut dire que tu ne peux plus manger. Voilà comment je me suis retrouvé donc à faire, non pas 10, non pas 15, non pas 20, mais 40 jours sans manger. Autant te dire que j'ai maigri, j'ai fondu comme une glace au soleil. Déjà que j'avais pas beaucoup de poids sur moi, mais là j'étais devenu rachitique, vraiment très mince quand on m'apercevait. Et donc, pas de bol pour moi, l'incident, je l'ai eu quelques jours avant la rentrée scolaire. Donc du coup, je suis allé en terminale, j'ai retrouvé mes copains et là, ils ont retrouvé un Philippe très bizarre qui ne pouvait plus bien parler parce que si tu as bien compris, non seulement je ne pouvais plus manger, mais en fait, je ne pouvais plus parler normalement. Oui, je ne pouvais plus parler normalement parce que mes deux mâchoires étaient bloquées. Voilà le drame avec lequel j'ai vécu pendant 40 jours. Ça va m'entraîner pas mal de soucis à l'école, pas mal de difficultés. Et peut-être que tu écoutes ceci et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? C'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo? On est bien dans une vidéo business et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Alors, pendant que les profs arrivaient en classe, j'étais tout le temps sujet au même type de raillerie. Le prof arrive en classe, à un moment donné, il me pose une question, même si je n'ai pas levé la main. Je me lève et quand je commence à répondre, « Yes, thank you sir, I would like to explain that ». Et le prof pense que je suis en train de me moquer de lui. Ça, c'était le prof d'anglais par exemple et il me vire de la classe. Arrête de te moquer de moi, tu te prends pour qui, ainsi de suite. Et ce sont les camarades qui généralement calmaient les profs en leur disant « Non, non, il ne se moque pas de vous, il a un appareil dans la bouche, il ne peut pas parler. Du moins, il ne peut pas parler mieux que ça. » Tu imagines donc devoir faire ça à tous les cours, tous les profs pendant quasiment un mois. Parce que je te dis, je suis arrivé quasiment à la rentrée avec mon pépin dans la bouche quelques jours à peine après l'accident. Mais bon, plus de peur que de mal, au terme des 40 jours, on m'a réouvert la bouche et j'étais tellement content à nouveau d'avoir le sentiment de retrouver ma mâchoire. Je te parle de tout ceci parce qu'il y a de cela quelques années, je suis rentré au pays pour voir ce médecin et lui dire merci. J'avais prévu un petit cadeau pour lui et à ma grande surprise, quand je suis arrivé au lieu du cabinet, le cabinet n'existait plus. Mais pire, quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'il est décédé. Il est décédé? Ouais, il est décédé. Ok, c'est dommage, c'est dramatique. Il est décédé, mais surtout, après son décès, le cabinet a fermé. Et c'est bien ça le drame dont je veux te parler. Quand beaucoup de gens veulent se lancer dans les business, ils oublient de répondre à une question très importante au début de leur lancement. L'une des questions les plus importantes qu'il faut pouvoir se poser quand on veut lancer un business, c'est celle du business model que l'on veut avoir. C'est-à-dire, quel type d'entrepreneur on veut être. Et là-dessus, il y a deux possibilités. Et malheureusement, j'ai fait le constat que les Noirs échouent beaucoup parce qu'ils sont très souvent dans une catégorie. J'ai appelé ça les business pour vivre, ce qu'on appelle le lifestyle business, et le business pour la légende. Le business pour changer le monde. Il y a deux catégories de business et deux catégories d'entrepreneurs. La première catégorie, c'est celle dans laquelle on retrouve beaucoup de noirs. C'est des business qui sont créés et qui en réalité sont intimement liés au créateur. Le jour où le créateur s'en va, le jour où le créateur de ce business-là décède, le business s'arrête. Et c'est le cas de beaucoup de business, malheureusement qui sont détenus par la communauté noire. Voilà pourquoi est-ce que tu vas te rendre compte que nous ne parvenons pas à avoir des business sur plusieurs générations. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de business comme ça en Afrique aujourd'hui qui sont détenus par quelqu'un qui est le petit-fils du fils de... Non. En général, quand quelqu'un fait un business, on fait ce qu'on appelle des lifestyle business. Et c'est quoi un lifestyle business? C'est un business qui en fait en réalité a été fait pour nous permettre de bien vivre.
Et je fais ce constat parce que beaucoup de fois, quand je discute avec des entrepreneurs, la chose qui les préoccupe fondamentalement quand ils veulent lancer un business, c'est le fait de gagner de l'argent. C'est d'abord ça qui les préoccupe. Et donc, comme ils veulent d'abord gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils créent un business. Et quand le business commence à rapporter un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent-là pour s'acheter une belle voiture, pour s'acheter de beaux costumes, de belles robes, de beaux sacs. Ils prennent cet argent-là pour aller habiter dans les beaux quartiers, pour inscrire leurs enfants dans les belles écoles de la ville. Et bien évidemment, ils vivent comme ça pendant plusieurs années. Voilà pourquoi est-ce que tu as des gens comme ça qui, en réalité, ont un très bon rythme de vie. C'est par exemple les gens comme les médecins, les avocats, les notaires, les gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent de par leur business, ou même des entrepreneurs à succès, à succès, entre guillemets, qui ont des business qui commencent à leur apporter de l'argent, mais qui en réalité prennent cet argent-là pour vivre. Et je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je suis en train de te parler. Le problème avec ça, c'est que beaucoup de ces entrepreneurs, pour ne pas dire la quasi-totalité, le jour où ils meurent, leur business meurt avec eux. Aujourd'hui, tu peux les reconnaître, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu as beaucoup de jeunes entrepreneurs de notre génération-là qui lancent des business et qui passent leur vie sur Internet à poster des photos. À poster des photos où on les voit à la plage, à poster des photos où on les voit en bikini, on les voit topless pour certaines, comme si c'était ça la réalité de la vie d'entrepreneur. Le drame avec ça, bien évidemment, c'est que je crains que dans quelques années, ces personnes-là soit aient échoué parce qu'elles n'ont pas su faire passer leur business à un autre stade, soit simplement aient créé un système qui finalement ne pourra pas survivre le jour où elles partiront. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose de fondamentalement nocif pour les business africains. Parce que ce n'est qu'en créant des business intergénérationnels que nous allons pouvoir développer le continent africain. Prenez tous les grands business dans le monde. Prenez toutes les entreprises qui marquent le monde. Vous n'allez voir aucune d'entre elles qui n'est pas une entreprise à très haut potentiel. Toutes les entreprises qui apportent des grandes solutions de nos jours sont des entreprises qui sont appelées à être là sur du très long terme, sur plusieurs années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous bâtissons des entreprises pour nous permettre de manger, de boire, d'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'entreprise te permette de manger et de boire. Je parle du mindset. Je parle de la vision avec laquelle tu te lances dans le business. Et peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu es entrepreneur et tu te sens interpellé par ce que je dis. Je suis en train de te dire aujourd'hui, mon message il est très clair pour toi. Arrête d'être quelqu'un qui fait du business pour vivre et deviens quelqu'un qui bâtit un business intergénérationnel. Regarde les hommes noirs les plus riches au monde et tu vas te rendre compte que la plupart du temps, beaucoup d'entre eux n'ont pas établi des systèmes qui vont leur survivre. De telle sorte que le jour où ils s'en vont, les enfants se disputent, les enfants se tuent, les enfants se déchirent. Dans la vidéo de demain, je te donnerai par exemple des cas de figure de personnes qui ont créé des business, qui ont été amenés jusqu'à un certain niveau. Les enfants ont repris le niveau, ont amené un peu plus loin et la génération d'après a pris et est allée encore un peu plus loin. C'est ça qu'il nous faut. C'est ce type de business que la communauté doit bâtir et pas des business qui meurent avec nous. Pas des business qui meurent avec nous. Mais le problème justement, c'est que c'est en réalité une question de mindset. C'est une question qui commence d'abord dans ta tête. Quel type de business est-ce que tu veux créer? Voilà la question que je te pose. Tu écoutes cette vidéo, tu as entendu ce que je viens de t'expliquer et tu es face à une réalité aujourd'hui. Est-ce que tu veux encore être un entrepreneur comme beaucoup finalement qui crée un business, qui lui rapporte de l'argent pour pouvoir frimer, pour pouvoir vivre et montrer que toi aussi tu fais partie de la classe hype, mais le jour où tu partiras, tes enfants et tes petits-enfants vont galérer? Ou alors, tu veux basculer de l'autre côté et devenir un real big entrepreneur, quelqu'un qui bâtit un héritage, quelqu'un qui construit un legacy, quelqu'un qui construit vraiment quelque chose de grand, quelque chose qui va perdurer après son départ. C'est de ce type d'entrepreneur dont nous avons besoin en Afrique. Voilà pourquoi est-ce que tu vas te rendre compte que les nouveaux milliardaires comme Dangote l'ont compris, ont inséré leurs enfants à des postes hautement stratégiques dans le business pour qu'après eux, le business aille encore un peu plus loin. Maintenant, on arrive au moment de la question. Est-ce que tu connais des entrepreneurs qui, malheureusement aujourd'hui, au lieu de travailler à faire croître leur business, font le show sur les réseaux sociaux? Là, je parle des jeunes. Est-ce que tu connais des entrepreneurs peut-être un peu plus âgés qui ont commis cette erreur et qui, le jour de leur mort, ont vu leurs enfants dilapider leurs biens? Malheureusement, ce genre de drame, on en entend beaucoup trop parler dans nos sociétés. Et clairement, tant que nous les Noirs, nous ne prenons pas conscience de ce que nous devons arrêter de faire des business qui vont mourir avec nous, nous ne pourrons jamais bâtir un grand continent africain. Et by the way, quand je parle de Noirs, je parle de tous les Noirs de la planète. Parce que peut-être que tu écoutes cette vidéo et tu n'es pas africain, ou du moins tu ne te définis pas comme africain. Je parle bien de Noirs, parce qu'il faut bien le comprendre. Les Noirs sont méprisés partout sur la planète, d'accord? Où qu'ils soient, ils sont méprisés, d'accord? Et tu sais pourquoi ces Noirs sont méprisés partout sur la planète? Parce que le continent africain est méprisé. Le jour que le continent africain sera revalorisé, qu'il retrouvera ses lettres de noblesse, tous les Noirs dans le monde entier, peu importe leur lieu géographique, retrouveront les honneurs et la gloire relative au continent africain. Donc, aime ou n'aime pas l'Afrique,
Si tu es noir, tu es intimement lié au sort de ce continent-là. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo-là. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui est en train de vivre, malheureusement, n'est pas en train de se rendre compte qu'il est en train de bâtir un mauvais système et qui doit clairement switcher pour cesser d'être un lifestyle entrepreneur et devenir un legacy entrepreneur. À très bientôt sur la chaîne.